Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je suis Philippe de Mattéis, ConnectWave pour aujourd'hui. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur le salon événement Connect Plus Events pour la 5e édition virtuelle en cette année difficile pour la santé. Voilà, donc nous allons aborder une série de conférences sur les sujets qui tournent autour de l'industrie 4.0. Et voilà, nous aurons trois sociétés, enfin plusieurs intervenants, mais trois sociétés principales qui sont Editag, qui sont CIPAM avec STID et Eurotherm, et puis Storcom avec un cas d'usage avec l'or industrie ensuite. Voilà. Alors, tout de suite pour votre information, donc je vous rappelle que toutes ces vidéos seront en accès libre sur le canal YouTube de ConnectWave, ainsi qu'accessibles sur notre site. Voilà. Ils pourront être partagés par vous tous, hein, bien entendu, avec un lien YouTube, pas de souci. Et dernier point, merci de nous dire sur le chat discussion qui est en bas de l'écran Zoom si tout va bien en termes de son et lumière. Et puis, je vous invite à poser des questions sur l'onglet questions-réponses, toujours en bas de votre écran Zoom, et nous tenterons d'y répondre soit par écrit, soit à l'oral, selon le temps imparti. Voilà. Sans plus tarder, je donne la parole à Frédéric Pitou, le CEO et fondateur, il me semble cofondateur, je crois, d'Editag. Voilà. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe. Effectivement, je m'appelle Frédéric Pitou et je suis PDG de la société Editag. Je vais vous parler aujourd'hui de solutions d'IoT pour piloter vos flux en temps réel. Alors, un petit mot auparavant sur Editag. On est donc fabricant de solutions IoT. On a un fournisseur de confiance de plusieurs industriels. Notre spécialité, c'est là où il y a du flux, hein. Donc, on est dans l'industrie manufacturière au travers de plusieurs segments. Nos produits sont made in France et on est une PME donc industrielle. Alors, quand on parle de solutions pour piloter les flux, en fait, nos solutions, ce qu'on offre, c'est une solution Lean et IoT qui est polyvalente et qui est vraiment dédiée aux flux matières. Donc, à la fois avec des solutions autour du Pick-to-Light et du Put-to-Light, des solutions de localisation et de suivi automatisé des flux matières, typiquement des encours de production, et puis des opérations liées au flux également, sur la déclaration d'événements terrain, des besoins de réapprovisionnement, du Kanban digital et pour aller vers du zéro papier, des étiquettes électroniques. Avant d'aller plus loin, pourquoi en fait on fait de l'IoT et qu'est-ce qu'on cherche à faire, sans surprise, et c'est c'est un fil rouge derrière l'industrie 4.0 de manière générale. On cherche à avoir des usines qui sont plus agiles, qui sont plus productives et qui sont plus efficaces. Alors, j'ai prononcé un mot tout à l'heure qui est le Lean. Notre baseline, c'est Lean Connected. Ça fait de nombreuses années, on a été précurseur dans le rapprochement du Lean et de l'IoT. Vous le verrez, c'est vraiment un ADN fort chez nous et qui est au cœur de nos solutions. Quand on parle de digitalisation par l'IoT, en fait, et on a vu au travers l'entreprise Editag a été créée en 2007, on a vu des centaines de projets industriels. Et en fait, dans 100% des cas, il y a une question qui est structurante de savoir si on va répondre à la problématique du client en utilisant soit une technologie passive et RFID, soit une technologie active avec des sensors IoT. Et on arrive à la conclusion qu'on a besoin des deux, mais on n'en a pas toujours besoin en même temps.
sur le cycle de vie du process. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à créer la technologie qui est brevetée, la technologie Moontag. Alors Moontag, c'est quoi? En fait, c'est une technologie qui est multistandard, qui consiste à avoir un identifiant, enfin un Moontag ID passif et un Moontag Sensor, et on vient éclipser à la demande un Moontag Sensor sur un ID. Le Moontag qu'on obtient est donc le premier objet connecté qui est à la fois hybride, passif et actif, et modulaire, qui est utilisable sur une infrastructure privée ou des réseaux publics opérés type LoRaWAN. Alors, il n'y a pas un seul Moontag, il y a en fait toute une gamme complète de Moontag qui sont adaptés selon le cas d'usage. L'IoT hybride et modulaire avec Moontag présente des bénéfices tangibles. En fait, on a un Moontag ID, comme je l'ai dit, on a un Moontag Sensor qui est clipsé à la demande. Le premier avantage, c'est qu'on va réduire le nombre de sensors dont on a besoin, puisqu'on est modulaire. Le deuxième avantage, on a un coût de maintenance qui est facilité, puisqu'en fait, on a un appairage, un commissioning, un enrôlement du sensor qui est totalement automatisé. Le fait qu'on ait toute une gamme de sensors qui soit adaptés sur le cycle de vie, le cycle d'usage de l'objet sur lequel on vient mettre un identifiant fait qu'on répond à plusieurs cas d'usage, donc on a un booster de ROI. Et enfin, on peut utiliser la RFID passive pour ce qu'elle sait bien faire notamment, c'est la gestion de parc avec des solutions d'inventaire. Donc, je reviens sur le périmètre de solution, de la solution que l'on propose. On va faire un petit zoom sur tout ce qui est kitting et préparation de commande avec le Pick-to-Light et le Put-to-Light. Alors, qu'est-ce que c'est que du Pick-to-Light? En fait, le Pick-to-Light, c'est une solution de guidage des opérateurs par une indication lumineuse pour faire de la préparation de commande, pour faire du kitting, de la recherche de stock, recherche matière, sur des opérations de réapprovisionnement ou de l'éclatement. Et ça peut se faire sur des lieux de stockage, sur des emplacements de production ou directement au poste de travail. Alors, en général, pourquoi on met du Pick-to-Light? C'est pour améliorer la vitesse et la qualité des process, c'est pour réduire les temps de recherche, c'est pour aider les opérateurs en simplifiant leurs tâches et puis également pour supprimer du papier. On n'est pas les inventeurs de l'approche Pick-to-Light. Les écueils des systèmes Pick-to-Light qui sont en grande majorité des systèmes filaires, c'est que ça oblige à des installations qui sont lourdes avec du câblage, des kilomètres de câbles dans certains cas, des automates, une intégration de système qui est souvent complexe, des problèmes de fiabilité parce que si on met du câble et beaucoup de connecteurs, des risques de rupture de câble ou de faux contact, un diagnostic et une maintenance qui sont souvent laborieuses. Et une reconfiguration des zones qui est difficile et qui est surtout très lente. Il y a quelques systèmes Pick-to-Light sans fil qui ont en général une portée radio qui est limitée, qui ont une durée de vie de pile qui est faible, quelques semaines, quelques mois, et qui présentent des latences de transmission, ce qui pour certaines industries où il y a des cadences de picking élevées est un vrai problème. Alors le Pick-to-Light avec EdiTag, factuellement, c'est 90% de réduction des temps de mise en place, des temps de mise en œuvre. Donc, quand on parle d'agilité, on est en plein dedans. Et puis, c'est 100% des cas couverts de picking, que ce soit dans des approches, dans des univers logistiques ou dans des univers de production. Alors, pourquoi? Parce que c'est facile à installer et à configurer. Ça fonctionne sur radio, ça fonctionne sur batterie, il y a 0 câble. C'est facile à personnaliser parce qu'on peut personnaliser l'affichage de l'écran, on peut personnaliser les scénarios de travail, parce qu'il y a des subtilités dans le picking et dans le Pick-to-Light. C'est facile à intégrer grâce à des connecteurs standards vers les ERP, les MES, donc les logiciels, les WMS également, mais aussi d'autres systèmes tiers comme les AGV. C'est facile à maintenir grâce à la technologie Moontag avec un enrôlement automatique des sensors. C'est facile à faire évoluer. On a une gamme complète de Moontag Sensor Pick-to-Light, on n'en a pas qu'un, et étendre des fonctions. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on est lean parce que seuls les emplacements qui sont utilisés ou qui sont actifs sont équipés d'un Moontag Sensor. Les emplacements qui ne bougent pas ne sont pas équipés. C'est un gain qui, selon les organisations, est entre 10 et 15%. Alors,
tout cela, bien sûr, avec des critères de performance, avec des autonomies de plusieurs années, de la très haute disponibilité. Hein, on est sur des process critiques hein, chez certains clients. Lorsque le Pick-to-Light s'arrête, il y a des risques d'arrêt de l'usine. Et on ne veut pas ça. Donc, de la très haute disponibilité et puis de très fortes cadences, notamment que l'on trouve dans l'industrie automobile. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, nos clients le disent. Auparavant, on avait besoin d'un week-end entier de techniciens, de prestataires externes pour mettre en place des zones, hein, pour les câblages, la reprogrammation. Maintenant, on a un changement de configuration qui est fait en 2 à 3 heures, voire pendant les pauses production, les pauses ateliers, notamment Sandra Marek, qui est spécialiste Kitting Corporate du groupe Stellantis, chez qui on est solution de référence et on déploie notre solution sur toutes leurs usines. Donc, voilà pour le picking et le pick-to-light. Je reviens sur ce slide. On va maintenant zoomer sur un autre élément, un autre périmètre, donc la localisation et le zéro papier. Donc là, les problématiques et les questions que va se poser une responsable ou un responsable de production logistique, c'est avoir une vision temps réel de l'état de la production, les emplacements, les indicateurs, supprimer les temps de recherche du matériel et des encours, connaître tous les détails des process, tous les temps intermédiaires pour les améliorer, parce que si on veut améliorer, il faut mesurer, optimiser l'implantation, optimiser le layout de l'atelier, et puis prévenir les erreurs d'emplacement. Alors, les erreurs d'emplacement, ça peut être des lots qui ne sont pas au bon endroit, mais ça peut être aussi des outillages sur machine. On a certains clients qui utilisent nos solutions pour prévenir. En fait, on est là aussi dans une démarche lean, hein, du Pokayoke. On va détecter une erreur en amont lorsqu'on ne met pas le bon outillage sur la machine, et puis optimiser l'utilisation des équipements, des outillages, en supprimant le papier. Alors, tout cela sont des besoins qui sont communs, sauf que quand on regarde la réalité de l'industrie, en fait, on est dans des univers qui sont très différents. Les flux peuvent être différents, la taille des zones, l'implantation, les besoins en termes de précision de localisation, le nombre de zones à couvrir. Donc, tout ça fait qu'il faut être capable d'avoir une solution qui soit modulaire. Et donc, on répond à cet enjeu avec une solution RTLS, RTLS Real-Time Location System, donc un RTLS qui est hybride avec Moontag. Donc, c'est vraiment une solution qui est unique d'hyperlocalisation. On a plusieurs technologies qui sont complémentaires, qui sont activables en fonction du cas d'usage. Et ces différentes approches, ces différentes technologies que je vais décrire brièvement tout de suite après, peuvent coexister au sein d'un même site. On peut avoir une partie de l'usine qui utilise certaines briques de localisation et d'autres parties de l'usine qui en utilisent d'autres. Et on a donc la possibilité, sur les Moontag qui en sont équipés, d'afficher des informations type lot, ordre de fabrication. Donc ces technologies, c'est quoi? C'est des portiques et des lecteurs RFID qui, dans certains cas, peuvent être des solutions de localisation tout à fait adaptées. Ce sont des solutions de zoning avec un produit qui s'appelle M-Zone chez nous, qui permet vraiment de faire de la micro-localisation de 30 cm jusqu'à 20 mètres, et puis des solutions de triangulation avec un produit qui s'appelle M-Log. Donc, on a un ensemble de technologies qui sont mariables les unes avec les autres pour arriver à répondre à l'enjeu du client. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à collecter, à informer automatiquement, et cela en apportant une digitalisation complète des flux. Alors, on s'aperçoit, le retour d'expérience, c'est qu'on supprime quasiment tous les temps de recherche. On sait à tout moment où se trouve la matière. On va supprimer également le papier, et on va supprimer une grande partie des inventaires, sinon la majorité des inventaires, puisqu'en fait, on a l'information en temps réel.
Donc, une digitalisation complète des flux, c'est quoi? C'est localiser les encours, les bacs, les chariots, hein, très concrètement. Ça peut être sur des postes de travail, ça peut être sur des étagères, sur des usines. Quand je dis sur des postes de travail, on est capable de savoir qu'un bac sur un poste de travail qui fait 2 mètres de large, un bac, il est à gauche du poste, et qu'il n'a pas démarré, ou il est à droite du poste, il a démarré, l'OF est terminé. Donc, ça peut être sur des étagères, ça peut être dans l'usine. On apporte un tracking qui est automatisé dans les systèmes MES, ERP, WMS, puisque au sens ligne du terme, une transaction informatique, même dans le meilleur système du monde, ça reste un gaspillage. En tout cas, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Et on vient, nous, automatiser ces opérations de tracking au niveau des OF, des lots ou des outillages. Ça permet d'avoir des indicateurs qui sont collectés de manière automatisée et qui sont vraiment basés sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, il n'y a pas de saisie d'informations a posteriori. Et puis, on est capable d'apporter du zéro papier avec un affichage dynamique. Voilà, donc une solution qui est multi-usage, vous l'avez vu, qui est modulaire et qui est vraiment dédiée aux flux matières. En fait, la solution permet vraiment d'avoir le jumeau numérique des flux matières. J'aurais terminé par 2 mots. Le premier, on a un écueil qui revient, en tout cas une forme de peur qui vient souvent de la part de nos clients au début, qui sont liés à l'intégration. Mon message, c'est n'ayez pas peur de l'intégration. D'une part, parce que si vous n'êtes pas équipé d'autres systèmes, la solution elle est utilisable seule si besoin. Et puis, surtout, parce qu'on a une brique logicielle ouverte, Lokeos, qui facilite l'intégration avec tout système informatique et automatisme basé sur l'utilisation de standards de communication. On est partenaire de plusieurs fournisseurs d'ERP, des gros et des petits. Donc, vraiment, l'intégration est on va dire un souci légitime, mais il ne faut pas en avoir peur. L'autre message que je veux passer, vous avez vu en début de présentation beaucoup de logos qui sont de grands groupes. La solution, elle a été conçue, pensée pour répondre aux flux matières, pas simplement dans des grands groupes, elle a été pensée et elle est accessible pour les PME, PMI, du fait, on va dire, le lean n'a pas de limite, hein, on trouve du lean dans les PME, on trouve du lean dans les grands groupes, et on répond aux problématiques de PME. Aujourd'hui, on équipe plus de grands groupes que de PME, plus pour des raisons de maturité digitale, parce que beaucoup de PME ne savent pas que ce type de solution existe, mais en tout cas, on sait répondre à leurs enjeux. Voilà. Je vous remercie et je ne sais pas s'il y a des questions, mais j'y réponds bien volontiers. Au niveau timing, on est… C'est parfait au niveau timing, mon cher Frédéric. J'ai juste une question là, tu vois, qui surgit pour toi, Frédéric. Bonjour, ok. Peut-on utiliser votre solution sans le logiciel Lokeos si on possède déjà sa propre plateforme IoT? Alors, Lokeos n'est pas une plateforme IoT, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais en tout cas, je remercie la personne qui l'a posée. Lokeos, on n'est pas éditeur ni de plateforme IoT, ni de solution métier. Voilà. On n'est pas éditeur d'un ERP, d'un MES ou quoi. C'est une brique logicielle. Et donc, si vous avez, et on a des clients qui ont des plateformes IoT, et on s'interface très bien avec ces plateformes. Donc, c'est une brique logicielle. Elle a plusieurs fonctions. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Hein, il y a plusieurs modules. Mais en tout cas, on s'interface très bien avec une plateforme IoT et il n'y a pas de redondance fonctionnelle avec ce que fait une plateforme. D'accord. Deuxième question, là. La solution peut-elle s'intégrer dans un réseau LoRaWAN local déjà existant? Alors, tout à fait. Nos produits fonctionnent sur du LoRaWAN
après, le LoRaWAN a ses limites. Donc, en fonction du cas d'usage, on voit si le LoRaWAN est adapté ou un autre mode de communication est plus adapté, notamment quand on a besoin de faire du bidirectionnel avec de haute cadence. Le LoRaWAN n'est pas forcément la solution la plus adaptée. En tout cas, du LoRaWAN privé, nos produits fonctionnent très bien sur ce type de communication. Merci Frédéric. Bon, j'ai une autre question sur la cybersécurité pour les Moontags. Qu'est-ce que vous avez mis en place, en œuvre ou en cours de mise en œuvre sur ce sujet? Alors, la cybersécurité est on dirait, embarqué en fait dans la solution à plusieurs niveaux. Donc, il y a des mécanismes de cryptage d'informations. Là encore, selon les modes de communication, si on est sur du protocole LoRaWAN ou si on est sur une communication avec un protocole propriétaire, on n'est pas sur les mêmes niveaux enfin, je dirais pas niveau de sécurité, mais les mêmes méthodes de sécurisation qui sont mises en œuvre. En tout cas, on a du cryptage, que ce soit sur des couches hautes ou sur des couches basses de la solution. Ok, merci Frédéric. Écoute, bravo, tu as tenu ton timing. Bon, tu es bien placé dans le scoring final. Bon, je ne voulais pas retarder tous les autres, donc non, mais merci. Voilà, on va tout de suite. D'ailleurs, je te passerai les questions et qui pose les questions. Hein, bien sûr, ça fait partie des statistiques qui vous seront fournies à l'issue de cette journée intense. Très bien. Je vais tout de suite... Merci à vous. Oui, merci. Je vais tout de suite donner la parole, comme prévu, là, comme convenu, alors, je ne sais pas quel est le premier qui va parler. Donc, il y a Antoine Morel, je pense, peut-être. Alors, ça sera plutôt Christian Maigret qui va introduire. Alors, Christian Maigret, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous vois, vous. Est-ce que vous avez partagé quelque chose? Oui, j'ai partagé. Voilà, c'est en cours. Voilà. Vous pouvez mettre plein écran, s'il vous plaît. Voilà. Ça va? C'est le bon écran que vous voyez? Je ne sais pas. Oui, Success Story, cabine de peinture connectée. Oui, mais ce n'est pas en mode animation. Alors, excusez-moi. Ah oui, activer le mode modification. Voilà, ça va aider. Est-ce que c'est mieux? Écoutez, moi, je ne vois rien. Antoine, vous avez quitté votre mode partage d'écran. Alors, je repartage. Oui, on a quelque chose. Vous pouvez mettre en plein écran, là. Mode présentation, voilà, c'est là. Oui, c'est le cas. Vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran. Celui avec le pas diapo, non. Ah. Il n'est pas en mode diapo, mais je ne sais pas pourquoi. Mais alors, je pense que je ne partage pas le bon écran. Ah oui, attention, si vous avez deux écrans, il faut bien partager le bon écran. C'est ça, oui. C'est le cas, effectivement. Voilà, ça me paraît bien. Ah, attention, ça a rebasculé sur là. Voilà, c'est le bon? C'est bon. Désolé. Donc avec mes collègues Antoine et Mickaël, on va vous présenter un cas d'application qu'on a réalisé l'année dernière pour un client qui s'appelle ASCO, dans un contexte de manufacturing de pièces aéronautiques.
Donc, nous avons été initialement consultés, quand je dis nous, c'est Eurotherm, nous sommes une filiale du groupe Schneider Electric. Nous avons été consultés par notre client qui est Omia, qui fabrique des cabines de peinture. Omia est un client régulier qui utilise nos équipements sur nos cabines de peinture. Ils nous ont soumis un cas de figure un petit peu particulier, en tout cas inédit pour nous, qui était de suivre des nacelles qui allaient successivement entrer dans des cabines de peinture, des étuves, et donc pouvoir localiser, et même un petit peu plus que ça, pouvoir assurer le suivi et la traçabilité de ce process de fabrication. Donc Eurotherm est spécialisé dans la fourniture d'équipements, de process et de contrôle commande. Nous œuvrons principalement dans les marchés des sciences de la vie, dans les marchés de l'industrie du verre et dans le marché du process aéronautique, tout spécifiquement celui qui nécessite d'être compatible avec les exigences NADCAP. Donc on est dans ce cas-là complètement dans cet environnement. Donc nous avons répondu à ce besoin de client en utilisant des équipements qui sont des régulateurs enregistreurs Nanodac qui permettent de piloter les étuves ou les cabines de peinture. Donc un certain nombre de paramètres sont pilotés localement avec ces équipements. Ces équipements communiquent également avec une unité centrale ici qui sert de chef d'orchestre et qui va notamment adapter les profils de traitement dans les cabines de peinture, surveiller les écarts de température, donc réellement s'occuper de la partie process, peinture et étuvage du client. On va interagir également avec un serveur ERP dans lequel on va venir chercher des informations qui vont nous permettre de donner des informations temps réel, de localisation des nacelles et des éventuelles pièces qui sont associées à ces nacelles, et donc voilà, permet de visualiser en temps réel la localisation des équipements. Toutes ces informations sont ensuite centralisées dans un poste sur lequel on va venir historiser les données, échanger avec nos solutions maison à base de solutions Wonderware. Et puis le client nous demandait à l'issue de pouvoir générer des rapports de production, des rapports de fabrication. Pour conduire son installation, le client dispose de vues de supervision, donc qui vont lui permettre de visualiser l'état de chacune des cabines de peinture et des étuves. Et à tout moment, on va pouvoir suivre le trajet des différentes nacelles. On a prévu différents modes de fonctionnement, un mode de travail normal et un mode de travail dégradé. Si on zoome un petit peu sur le fonctionnement de chacun des moyens, et donc des étuves par exemple, on va être capable de suivre le référencement unique des balancelles, des nacelles, et de visualiser les éventuelles associations de pièces qui sont embarquées sur ces différentes balancelles. Donc ça, c'est la partie réellement production, associée à la production. Et puis pour la partie process, ce sont nos équipements traditionnels, standards, qui permettent de contrôler les températures, les hygrométries, de surveiller les écarts de température dans la nacelle, dans l'étuve, pardon. À l'issue de ce traitement, on va générer un certain nombre de rapports. Donc on est capable de générer des rapports qui vont aider le client à prendre la décision de valider ou non le traitement, et donc de vérifier que les critères d'acceptabilité du traitement ou de l'étuvage ou de la peinture soient bien respectés et soient conformes au référentiel NADCAP. Cet équipement et cette installation a permis aux clients de suivre en temps réel le déroulé de ces productions. Il s'avère que l'installation donne entièrement satisfaction. Pour
Pour Eurotherm, c'était un fonctionnement relativement classique. La partie réellement innovante, c'était la gestion RFID, quelque chose qui n'avait jamais été encore réalisé dans notre environnement et qui a été un succès grâce à l'interaction des différents protagonistes auxquels je vais passer la main maintenant. Okay, merci Christian. Si tu veux, s'il te plaît, me faire le PowerPoint. Bien sûr. Voilà, donc effectivement, les protagonistes qui ont fait appel Eurotherm sont essentiellement nous, CIPAM, puisque Eurotherm a effectivement été consulté par OMIA pour toute la partie monitoring de température sur l'ensemble de la cabine, mais ni OMIA ni Eurotherm n'avaient de compétences en termes de traçabilité et encore moins en termes de RFID. C'est pour ça que Eurotherm fait appel à CIPAM pour qu'on puisse les accompagner pour monter l'ensemble du cahier des charges et fournir une solution complète. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas CIPAM, s'il te plaît, Christian. Pour ceux qui ne connaissent pas CIPAM, on existe depuis 1993. On est spécialisé dans l'identification, traçabilité et les objets connectés. Et on propose des solutions sur mesure, vraiment à nos clients, dans le but d'apporter des solutions complètes, matérielles, logicielles et services, quelle que soit la technologie. C'est-à-dire qu'on maîtrise aussi bien les technologies qui tournent autour du code barre que de la RFID ou la RFID active. S'il te plaît, Christian. Voilà, donc sur ce projet, en fait, les problématiques, on a eu pas mal de problématiques, on va dire, sur ce sujet-là, à savoir que OMIA, effectivement, qui ont rédigé, on va dire, le cahier des charges initial, mais n'ayant pas les compétences en traçabilité et en RFID, eh bien, nous avons eu seulement, on va dire, comme cahier des charges de connaître le process du client, à savoir l'utilisation de rails, de flybar sur des rails pour le convoyage des pièces. On savait qu'on devait suivre un sens de passage, qu'on avait une dizaine de points de lecture, qu'on était en zone ATEX et qu'on avait des contraintes de température. Et avec ça, un plan. Et débrouillez-vous. Donc, c'est là que, on va dire que l'ensemble des compétences de CIPAM rentrent en ligne de compte. S'il te plaît, Christian. Puisque CIPAM, en fait, on est multifabricant, multitechnologie, multisolution. Donc, ce qui nous permet de pouvoir bénéficier d'un portefeuille produits, fabricants et technologiques très vaste. Pour ce sujet-là, il fallait donc qu'on se concentre sur les principales contraintes qui étaient la zone ATEX, qui était de pouvoir suivre un sens de passage, et pour certains cas, comme on verra tout à l'heure, avec des distances de lecture parfois très réduites. Une fois qu'on avait l'ensemble de ces critères-là, on a pu faire un benchmark complet de l'ensemble des matériels existants sur le marché, que ce soit la problématique de trouver le tag qui allait résister aux températures, notamment de plus 120 degrés et ATEX, ainsi que les points de lecture ATEX. Donc, tout naturellement, après avoir fait un certain nombre d'essais de faisabilité, de performance, et pour répondre à l'ensemble de ces contraintes, on s'est orienté finalement vers le matériel STID, qui nous apportait énormément de souplesse pour ce projet-là, puisque c'est du matériel qu'il nous fallait, à savoir du matériel robuste et industriel, et puis matériel facilement paramétrable et configurable, également et surtout une solution ATEX assez unique, l'avantage de cette solution ATEX, c'est d'avoir des connecteurs, des isolateurs intégrés permettant d'installer tout type de matériel non ATEX, donc notamment les antennes, avec le lecteur. Ce qui était très intéressant pour ce projet, puisqu'on avait, comme on va le voir tout à l'heure, certaines distances de lecture très très faibles et qu'on était assez contraint, notamment pour le sujet de partir sur de l'UHF. On avait certaines distances de lecture parfois de quelques dizaines de centimètres seulement, et on avait besoin de souplesse, notamment en trouvant des antennes de très petites dimensions. Aujourd'hui, parmi l'ensemble des matériels qu'on avait pu sélectionner, on avait fini par sélectionner le matériel de Kathrein, les petites antennes LoRa. Et c'est vrai que grâce au matériel de STID avec son isolateur intégré, on a pu facilement trouver le matériel qui allait bien. S'il te plaît, Christian. Les gros enjeux du projet, c'est notamment aussi qu'ils se sont déroulés en plein été 2020 et que, il y a le Covid, comme tout le monde, je crois, est au courant.
Eh bien, nous n'avons pas pu visiter le site, ni lors de la phase de consultation, ni une fois que nous avions été retenus. Donc, c'est vrai que l'une des grosses difficultés et finalement l'une des grosses réussites de ce projet, c'est que nous avons tout dû mener à distance. Faire une évaluation sur plan, sans avoir vu les pièces, sans pouvoir faire les essais sur site. On a fait nos essais chez nous, comme on en a l'habitude. Et donc, on a dû sous-traiter l'ensemble de l'installation mise en service à Eurotherm, qui pourtant ne sont pas des spécialistes de la RFID et de la traçabilité, tout simplement parce qu'à cause du Covid, nous n'étions pas autorisés à nous rendre sur site. Le projet, donc, nous avons fini par donc, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on voit un petit peu sur la droite les 3 rails. Donc là, on a à peine 50 cm à peu près de distance entre chaque barre. Et ça, c'était l'un des gros enjeux du sujet, puisque sur le plan que vous voyez, en fait, il faut qu'on détecte le sens de passage. À chaque fois que vous voyez un lecteur, en fait, on a 2 tags sur chaque flybar. Et puis, on va, grâce à la lecture de ces 2 tags qui passent devant l'antenne, eh ben, on va pouvoir savoir qu'elle est complètement passée d'une zone à l'autre. L'idée étant de pouvoir fournir toutes les informations à Eurotherm pour la traçabilité par la suite. Donc, les gros enjeux qu'on avait en termes de difficulté RF, on va dire, étaient notamment sur les points de lecture très rapprochés, puisqu'il fallait qu'on soit certain de lire le tag de la bonne barre sans lire la copie d'à côté. OK, merci Christian. Donc, c'était bien d'avoir on va dire, réaliser l'implantation complète de l'ensemble des matériels, mais tout ça n'aurait été possible que si on avait développé le logiciel sur mesure. Donc, c'est chose qu'on a faite, sachant que là, il n'y a pas d'énormes contraintes, hormis qui étaient de lire l'ensemble des tags, piloter l'ensemble des lecteurs, fournir une solution pour Eurotherm de paramétrage et de pilotage des lecteurs simples, puisqu'ils ne connaissent pas ces matériels-là, et fournir l'ensemble des données brutes à Eurotherm pour qu'ils puissent les exploiter, et tout ça dans une communication Modbus TCP. Donc là, on a pu, on a pu mettre en place une solution complète, clé en main, qu'Eurotherm finalement a pu installer en parfaite autonomie avec l'appui de CIPAM à distance. Voilà. Et donc, voilà, pardon. Voilà, donc c'était vraiment le succès de ce projet, c'est que, comme je viens de le dire, c'est effectivement qu'on a pu mener ce premier projet en fait avec Eurotherm, on ne se connaissait pas avant. On ne connaissait pas, nous non plus, Omnia particulièrement. Et finalement, on a réussi à monter une solution complètement cocorico, puisque, comme vous le voyez, ce ne sont que des acteurs français. Omnia est un fabricant français, Eurotherm français, CIPAM français et STID, fabricant français. Et ce projet a pu être mené à bien grâce à l'implication de chacun, et puis aussi grâce à ces fameux matériels latex et cette gamme Spectre de STID qui était fraîchement sortie, et dont Mickaël va vous présenter un petit peu plus les avantages dans un instant. Merci Antoine. Merci Mickaël de réduire au maximum ton temps de parole, parce qu'on est… Ah, ils font partie des mauvais élèves. Non, non, je vais faire court. Le temps file, voilà. Ok. Alors, tout d'abord, je suis Mickaël Vinglas, je suis chef produit industrie chez STID. Alors, très rapidement, du coup, STID, c'est un fabricant expert dans les technologies d'identification sans contact, donc la RFID, le Bluetooth, également le NFC. Et notre siège, il est à Gréasc, c'est-à-dire à côté d'Aix-en-Provence. J'insiste un tout petit peu sur ce point, dans le sens où toute la R&D et la production est située justement à Gréasc. Après, on a des filiales commerciales un peu partout dans le monde également. Alors, la slide sur nos métiers. Oula, pardon. Ça va un peu vite. La slide sur les métiers, on a 2 métiers historiques. Non, c'était bien la slide d'après. Donc, la première, alors, nous, on est concepteurs de lecteurs, de tags et d'antennes RFID passifs. Et on est sur 2 marchés. Donc, le premier marché historique, c'est celui du contrôle d'accès. Et le deuxième, c'est la traçabilité industrielle. Et on va proposer justement du matériel de traçabilité UHF pour différents cas d'application. Inventaire, gestion de stock. On va faire du relevé de configuration également pour tout ce qui est opération de maintenance. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être justement le suivi de flux logistique et de production. Parce que le suivi de production, c'est ce qui est au cœur de notre projet commun.
Alors, on va voir là sur la slide d'après, les marchés. Alors, nos marchés, on a fait des industries les plus exigeantes notre spécialité. Alors, comment? En proposant des solutions matérielles qui résistent à tous les environnements les plus sévères et également en respectant les normes les plus contraignantes de toutes ces industries. Alors, on peut voir un éventail de ces industries, hein. On est spécialisé sur le marché de la défense, du naval, de l'aéronautique et évidemment de tous les environnements ATEX, des industries en environnement ATEX, environnement qui est au cœur, qui est une spécificité, hein, surtout de ce projet commun. Donc, le projet, justement, sur la slide d'après, il y avait deux prérequis à avoir. C'était la maîtrise des environnements contraignants et une spécialisation ATEX. Alors concrètement, par rapport au flybar ou encore Balancel, hein, qu'est-ce qu'on a fait avec CIPAM? Eh ben, on a intégré deux types de lecteurs. Le premier lecteur qu'on voit au niveau des étuves, c'est un lecteur non ATEX. Il n'y avait pas besoin de certification ATEX dans le sens où l'étuve n'était pas une zone ATEX. Et par contre, on a ensuite proposé le lecteur Spectre ATX, qui est un lecteur multi-antenne et certifié ATEX pour les zones de peinture et de désolvatation, qui était, là, c'était on était obligé, zone ATEX, donc lecteur ATEX. Alors, pourquoi CIPAM a sélectionné ces lecteurs? Nos deux facteurs clés de succès qui ont motivé le choix de CIPAM, c'était l'harmonisation et la centralisation à notre niveau, hein, de tous les équipements RFID, c'est-à-dire proposer une gamme complète, donc des lecteurs non ATEX et également des lecteurs ATEX, certifiés zone 2 et également zone 1, ce qui est assez unique sur le marché, et de permettre une optimisation du ROI global, hein, de la solution. Je vais donner deux exemples précis. Déjà, même avec un lecteur certifié ATEX, on va être en multi-antenne, ce qui va nous permettre d'éviter de multiplier les lecteurs par zone de lecture. Donc là, on va optimiser le ROI. Et le deuxième exemple, Antoine l'a déjà présenté, hein, c'était de pouvoir être interopérable avec les infrastructures en place et surtout les périphériques de la solution globale, c'est-à-dire par exemple là les antennes où on va rendre entre guillemets ATEX des antennes qui ne l'étaient pas à la base. Et là, ça fait une certaine optimisation du budget global également. Alors ça, c'est nos facteurs clés de succès, mais concrètement, là, la réussite du projet, c'est grâce à tous les facteurs clés de succès de l'ensemble des partenaires sur ce projet. Et je vais laisser, du coup, pour conclure, Antoine faire le retour sur expérience et présenter pourquoi ce projet a été une vraie success story. Donc, pour ce mot de la fin, merci Christian pour la dernière slide. C'est une vraie success story à plus d'un titre. Donc, la première c'est que déjà, on a installé toute la cabine de peinture OMIA l'année dernière et qu'on vient d'obtenir la réponse la semaine dernière pour l'installation de la suite du site que l'on peut voir en présentation ici, pour l'ensemble du convoyage des barres et des pièces, donc jusqu'à la cabine de peinture. Donc, client extrêmement satisfait. Et puis les autres vraiment clés de réussite, ce sont les découvertes de nouveaux partenaires français, à savoir Eurotherm, à savoir que OMIA, ça nous a ouvert d'autres perspectives de travail avec eux, et puis d'autres perspectives de travail, donc OMIA, Eurotherm, CIPAM et STID, et donc avec des réussites cocorico, ça fait du bien. Merci à tous. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette success story et un vrai travail collaboratif et d'intégration complète, hein, qui mérite d'être mis en exergue. Bien, alors je vais tout de suite passer la parole à Marie-Hélène Porret. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour à tous. Eh bien, ok. Donc, pour terminer cette présentation effectivement de cas d'application, nous, on va vous faire participer à un client qui va lui-même présenter le cas d'application. On aime bien quand c'est nos clients qui parlent des projets parce qu'ils sont toujours les mieux placés pour en dire du bien en général. Donc, effectivement, je vais laisser la parole à Laure Industrie juste pour introduire le projet, effectivement. Donc, on a accompagné Laure Industrie, nous, en tant qu'intégrateur, puisque Storcom, on est intégrateur de solutions RFID depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc, effectivement, on les a accompagnés sur la solution globale, c'est-à-dire la mise en œuvre de la solution technique, aussi bien sur la partie matérielle, solution logicielle, bien sûr, qu'on va présenter, et puis, bien sûr, toute la partie intégration, accompagnement.
Donc, je laisse la parole à Laure Industrie pour présenter ce projet. Donc, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui, parfaitement. Parfait. Je me présente Julien Herret, je suis chef de projet en logistique chez Laure Industrie et donc je vais vous présenter l'intégration de la technologie RFID chez Laure. Donc, un petit focus d'abord sur le groupe Laure. Donc, le groupe Laure, c'est un groupe industriel qui est basé en Alsace, qui produit depuis un peu plus de 60 ans des innovations dans les systèmes de transport. Donc, notre cœur historique d'activité, c'est le transport automobile, donc la fabrication de remorques pour faire du transport automobile ou du transport de véhicules de manière générale. Donc, c'est une activité qu'on a démarrée il y a une soixantaine d'années et sur laquelle on est leader mondial. C'est l'activité qu'on a démarrée en 1963. En termes d'activité, on s'est diversifié par la suite sur un domaine de logistique défense. Donc, sur ce domaine-là, nous concevons et fabriquons des solutions de transport et je vais y arriver, des solutions de transport et de maintien de l'ordre. Donc, c'est des véhicules qui sont destinés aux armées du monde entier pour faire du transport de biens ou de personnes. On a diversifié l'activité avec un système de ferroutage, donc c'est le système sous la division Railway System. Donc le ferroutage chez nous se compose de deux technologies. On a un wagon, donc c'est une coque mécano-soudée, et des systèmes au sol. Ces systèmes au sol permettent, lorsque le wagon arrive à quai, de permettre de soulever le wagon et de lui faire faire une rotation d'une trentaine de degrés, ce qui permet au camion de circuler directement dans la coque et d'y laisser leur remorque. Donc ça évite d'utiliser des systèmes de palans et toutes ces choses qui peuvent être un peu contraignantes. Et notre dernière division, qui s'appelle New Mobilities, aujourd'hui est portée par le produit Cristal, donc c'est le produit que vous voyez en photo. C'est un petit véhicule électrique destiné à faire du transport de personnes qui aura une version avec ou sans chauffeur et qui sera soit seul, soit en mode convoi avec d'autres véhicules du même type attelés à l'arrière et un seul convoi sur le véhicule de tête. Voilà pour le groupe Laure. Donc, sur la partie déploiement du système RFID, donc les objectifs de notre projet chez Laure Industrie, c'était à la base de fluidifier, d'optimiser la gestion de nos approvisionnements bord de ligne, notamment tout ce qui touchait aux composants encombrants. On était sur un système anciennement avec des codes barres. Il fallait qu'on se déplace jusqu'au poste consommateur pour aller récupérer, pour aller scanner, flasher un petit code barre et ensuite l'information pouvait revenir dans notre système et s'en suivait la préparation. Donc le deuxième objectif du projet, là qui n'est pas forcément lié à la RFID, mais c'était d'uniformiser et de rationaliser l'ensemble des contenants que nous avions en bord de ligne au niveau de la production et bien entendu de fluidifier les approvisionnements. Donc je vous ai fait une petite photo d'un exemple de notre bord de ligne avant l'intégration des systèmes RFID et de l'uniformisation de nos contenants, et une petite slide sur la version après. Donc on voit déjà que visuellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus épuré, aussi bien pour les magasiniers qui vont aller chercher les contenants à réapprovisionner que pour l'opérateur à son poste de travail. Pour lui, c'est aussi beaucoup plus facile de s'y retrouver et de trouver la référence qu'il a besoin d'utiliser pour son montage. Donc la solution RFID, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc tout va partir, je vais démarrer l'explication du flux des bacs à partir de l'atelier. Donc dans l'atelier, on a un certain nombre de postes de travail équipés d'étagères, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a, pour information, une soixantaine de points de collecte et d'étagères de ce type-là. Et l'opérateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, à chaque fois qu'il est face à un bac vide, il va prendre son bac et puis il va le mettre sur le dessus de son étagère.
tous les jours, on va avoir, ou même plusieurs fois par jour, au moins une fois par équipe, on va avoir des équipes de la logistique qui vont venir passer sur l'ensemble des postes et récupérer tous les bacs vides. Ils vont les mettre dans un moyen de manutention. Et l'ensemble des bacs vides de tous les postes de travail de l'atelier vont ensuite passer avec le moyen de manutention dans un portique RFID. Donc il faut savoir qu'on peut avoir entre 80 et 120 bacs vides. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a au quotidien aujourd'hui. Donc une ramasse d'une centaine de bacs qui passent à travers le portique RFID en un seul passage, donc en moins d'une quinzaine de secondes. Et lorsque tous ces bacs vont passer par le portique RFID va lire le tag qui est équipé, ou en tout cas qui est installé sur chacun de ces bacs. Et grâce à ce tag-là, on va pouvoir déclencher une information pour dire au magasin, attention, ce poste-là, ce poste-là, qui avant avait un bac pour telle référence, vient de passer devant le portique RFID. Donc j'ai l'information que ce poste-là maintenant n'a plus ce bac, donc le bac est vide, et donc il va falloir le réapprovisionner. Donc grâce au portique RFID, je vais déclencher une information au niveau de nos tours de stockage, donc dans l'environnement de notre magasin, pour déclencher une sortie de magasin, pour ramener un bac plein avec un autre tag RFID, un autre bac, au poste de travail qu'il a demandé. Et bien entendu, le stock, les bacs vides qui sont passés par le portique RFID ultérieurement arrivent dans un stock de bacs vides et quelques temps plus tard sont réutilisés sur un poste de reconditionnement dans lequel, à chaque fois qu'on va faire des réceptions pour les références qui sont gérées dans ce type-là, donc à chaque fois qu'on va faire des réceptions, on va éclater la réception en X bacs. Le nombre X et la quantité par bac aura bien entendu été défini auparavant en fonction des consommations de chacun des postes. Donc, le stock de bacs vides va aller jusqu'au poste de reconditionnement, il va devenir un stock de bacs plein et on va le ranger au niveau de nos magasins dans nos tours de stockage jusqu'à la prochaine demande atelier. Donc aujourd'hui, en termes pour vous donner quelques chiffres, on a 19 000 bacs qui sont identifiés avec un tag RFID. Sur ces 19 000 bacs, on en a 12 500 qui sont pleins quelque part dans l'atelier ou en magasin. Donc on a 12 500 bacs qui sont dans des boucles Kanban. Et donc là, aujourd'hui, on a un delta d'un peu plus de 6 000 bacs qui sont dans notre stock de bacs vides en attente de nouveaux candidats et de nouvelles références à passer sur ce mode de gestion-là. Il faut savoir que cette solution RFID, elle est couplée en temps réel avec notre WMS, donc notre logiciel de gestion de stock. Et en fait, à chaque fois qu'un bac vide va passer par le portique RFID, c'est le logiciel de Storecom, donc le logiciel View, qui va communiquer avec notre WMS et va lui dire « J'ai cette référence qui vient de ce poste-là, qui vient de passer par le portique, donc tu peux déclencher une sortie magasin pour ces références-là. » Donc, un petit aperçu de notre portique RFID. Donc, il faut savoir qu'une des complexités qu'on avait, c'était que la porte d'accès, c'est une porte prévue à la base pour passer un camion. Donc, on a quand même entre 5 et 6 mètres de distance entre les deux portiques jaunes que vous voyez de chaque côté du portique. Et ça a nécessité au début avec Storecom quelques petits travaux de réglage pour être sûr de bien régler les antennes, pour ne pas détecter d'autres bacs qui seraient dans le même environnement du magasin et d'être sûr de bien détecter l'ensemble des bacs qui sont sur le moyen de manutention. Petite particularité sur ce portique RFID, on l'a équipé d'un petit écran tactile qui permet aux magasiniers, en un seul passage, de voir tout de suite l'ensemble des tags qui ont été détectés et surtout le nombre de tags qui a été détecté, ce qui leur permet assez rapidement de voir s'il peut y avoir des choses déconnantes ou pas. Donc c'est un moyen de contrôle mis à disposition et qui est très simple visuellement mis à disposition pour les magasiniers.
Donc, cette technologie RFID, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un portique RFID. Donc, on a des bacs qui sont équipés de tags. Ces tags passent devant un portique RFID, mais on a aussi toute une solution, toute cette solution RFID-là est aussi consultable et utilisée sur du matériel mobile. Donc, aujourd'hui, on utilise un matériel de Zebra, comme celui que vous voyez à l'écran, qui est équipé d'une poignée assez grosse, mais qui contient l'antenne RFID. Et cette poignée-là, et en fait cette solution de mobilité, nous permet de consulter à tout moment, n'importe où dans l'usine ou dans le magasin, l'état des bacs et leur statut dans le logiciel de suivi de View. Donc ça nous permet de faire un inventaire assez rapide d'un stock de bacs vides. Ça nous permet de parfois trouver l'un ou l'autre bac qui a pu s'égarer, et ça nous permet surtout d'être mobile. Sur le logiciel View, on a aussi une plateforme et un tableau de bord qui est accessible directement depuis un ordinateur classique. Et ce tableau de bord-là est personnalisé et il nous permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Donc là, les indicateurs que vous voyez sur la capture d'écran, c'est vraiment ceux que nous avons aujourd'hui. Ils sont certes pas très graphiques pour l'instant, mais c'est des choses qui sont amenées à évoluer par la suite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on a même un petit indicateur qui nous donne des alertes, que vous voyez en bas à droite, 21. Aujourd'hui, on a configuré un certain nombre d'alertes de type de workflow. Et l'exemple qu'on voit là à l'écran, c'est 21 bacs qui n'ont pas tourné depuis plus de 3 mois. En tout cas, ça fait 3 mois que ces bacs-là sont quelque part en production, qui ne sont pas passés devant un lecteur. Et c'est une situation anormale. Donc, ça nous permet de nous alerter et d'aller ensuite vérifier avec notre solution de mobilité où sont ces bacs et s'il y a vraiment une alerte ou si c'est tout simplement mis sur un poste ou sur lequel l'activité a baissé. C'est aussi des choses qui peuvent arriver. Rapidement, je vous fais aussi un retour d'expérience. Donc sur cette solution-là, maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que nous l'utilisons. La solution, l'apport de la technologie RFID, mais aussi la rationalisation et l'uniformisation des contenants, des bacs, et le fait de diviser nos réceptions et de les éclater dans X bacs, ça nous a permis de faire pas mal de bénéfices. Et le premier et le plus important, c'est la réduction des composants au poste. Avant, là où on recevait parfois un carton de 1000 vis, si l'opérateur en avait besoin de 10 ou 15, ou même 100, la consigne qui était donnée, c'était de ne pas ouvrir le conditionnement du fournisseur et de transmettre le conditionnement complet au niveau du poste. Et donc, parfois, le poste s'est retrouvé avec 2, 3, 4 mois de stock à son poste, alors qu'il n'en a pas forcément besoin, surtout si c'est sur des consommations qui sont en dents de scie. Donc là, le fait d'éclater ce petit paquet, donc si je reprends mon exemple, le fait d'éclater ce carton de 1000 pièces en 10 ou 15 bacs d'une centaine de pièces, et ben, naturellement, on va pouvoir réduire le nombre de composants au poste. Et en même temps, ça va permettre aussi de lisser les sorties du magasin. Au niveau du magasin, on ne va pas avoir un pic de sortie de 1000 pièces et après plus rien pendant 3 mois et après de nouveau 1000 pièces. Ça nous a permis aussi au niveau de notre cellule approvisionnement d'avoir des gains de visibilité et de lisser donc les sorties magasins. Autrement, donc comme vous avez pu le voir sur l'exemple de l'étagère que j'ai montré tout à l'heure, ça a permis de simplifier le fonctionnement en production. Lorsqu'on transférait un conditionnement complet au poste, parfois l'opérateur ne savait pas exactement à quel moment il fallait qu'il relance son appel de pièces. Est-ce que c'est quand il en reste 5 dans le carton? Est-ce que c'est quand il en reste 10 dans le carton? Là, maintenant, il n'a plus de questions à se poser. Il a à chaque fois à disposition 2 bacs. Dès que son premier bac il est vide, donc le système Kanban traditionnel, hein, son premier bac est vide, il le met en haut de son étagère, il ne réfléchit pas. Et il sait que sur l'équipe suivante, son bac sera re-rempli et remis en place. Donc l'apport de la RFID nous a permis de réduire les délais de transmission d'informations, de massifier aussi l'information.
Là où avant, il fallait qu'on scanne une quinzaine, une centaine de codes barres, aujourd'hui, on met tous ces bacs, cette centaine de bacs, sur un petit chariot. Le petit chariot, on le fait passer dans le portique RFID, et d'un seul coup, on a toutes les demandes de sortie éclatées par poste de travail qui sont générées automatiquement dans notre WMS. Donc après, indirectement, ça nous a fait diminuer les ruptures de pièces et ça a permis une intégration dans la dynamique du 5S. Donc on a du 5S, bon, je pense que dans la majorité de l'entreprise c'est ça, mais on a une dynamique de 5S qui se fait. Parfois, elle peut avoir des petits coups de mou et on est juste à supprimer un papier par-ci par-là. Là, ça a vraiment fait je vais dire, une innovation de rupture où on est passé d'une technologie code barre à une technologie RFID. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je suis disponible si vous avez des questions. Merci, Julien. Oui, merci, Julien. Écoutez, donc là, je n'ai pas trop de questions sur le coup, mais j'invite les auditeurs à poser les questions quand même, que l'on transmettra à Storcom et à Julien Héret. Voilà, donc la prochaine conférence a déjà commencé, donc je vais vous laisser et encore une fois vous remercier infiniment pour cette présentation les trois présentations ont été très, très claires, très précises et très instructives. Et merci encore et bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.